Bonjour à tous. Merci Victoria, merci Grégoire d'être là. Bonjour. Avec plaisir, bonjour. Alors, on est déjà à une quarantaine. En plus, on est en retard, ce qui est plutôt rare. On va se donner une petite minute pour attendre les derniers. Je vous propose d'écrire dans le chat la ville dont vous êtes connecté. Par exemple, Grégoire qui n'est pas connecté à Paris, petit invité mystère. Il y a évidemment Nantes, Montpellier, Tala, Nantes. Ah, il y a plusieurs Nantais. Lyon, Paris. On a 2-3 qui sont aussi en Angleterre et aux US, on a vu dans la liste des participants. San Francisco. Paris. 2019. Pour la blague, Aurèle, elle fait partie des escapers. Elle est partie de Paris pour aller s'installer à Nantes. Hello Romain. Donc il y a pas mal d'experts du réseau Alvisio et aussi plein de curieux. Lyon. Ça me encore une petite minute. Bref. En tout cas, bienvenue à tous. Je suis ravie d'organiser ce 13e Expert Insight avec Victoria et Grégoire. Je vais les laisser se présenter rapidement, mais juste pour commencer, pour ceux qui ne sont jamais venus, donc Alvisio, c'est une solution RH qui a plusieurs services et qui utilise un réseau de 500 top managers, principalement de la tech, sur tous les métiers, des DRH, des CFO, des Head of Growth. Et l'objectif, c'est de décloisonner les expertises et les réseaux de chacun. Mon rôle dans tout ça, c'est d'animer ce réseau-là, et dans mes missions, je m'occupe aussi de cet Expert Insight, qui est du coup une conversation entre deux experts du réseau sur des problématiques très précises. Donc, on est à un endroit où il n'y aura pas de keynote. Béziers, ça, c'était pas vu encore. C'est vraiment une conversation informelle. On est dans notre salon, sauf que c'est online. Et donc, on a déjà brièvement échangé avec Victoria et Grégoire, mais c'est vraiment un format dans lequel toutes vos questions sont les bienvenues. Donc, on s'appuie sur vos questions pour animer et modérer cet événement. Ça veut dire, petit point technique, que vos questions ne seront pas posées dans le chat, mais dans la partie questions. Et on prendra les questions avec le plus de votes au fur et à mesure. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions personnelles. Alors, pas trop de cas particuliers, mais en tout cas, on essaiera de prendre un maximum de questions. Généralement, l'événement durant 45 minutes, on prend en gros entre 20 et 40 questions. Et petit focus sur le choix de la thématique. On entend, je crois, beaucoup de choses sur growth. On en a discuté rapidement avec vous deux. Beaucoup de choses fausses, je pense. Donc aujourd'hui, on a un mix entre des CMO, des Head of Growth et aussi des fondateurs. Quelques candidats curieux aussi. Pour rappel, tous les événements Alvisio sont ouverts au public. C'est l'occasion aussi d'un peu mixer les genres. Et on va parler environ 45 minutes, à midi et quart, on raccroche tout. Et s'il y a des questions supplémentaires, on s'arrangera pour y répondre ultérieurement. Voilà, peut-être pour commencer, je vous laisse vous présenter rapidement, peut-être avec un peu de contexte aussi sur la taille de votre boîte et la taille de vos équipes. Victoria, à toi la main. Merci Edith. Bonjour à tous. Donc ravi de pouvoir participer à ce petit échange. Victoria, je suis Chief Growth Officer chez Proprio. On est une agence immobilière digitale qui a une mission très forte de qualité de service, donc d'expérience client. C'est en ça qu'on essaie de dépoussiérer un petit peu un secteur somme toute assez classique. Sur le scope, aujourd'hui dans la boîte, au total, on est une centaine d'agents IMO à Paris, Lyon, Aix, Nice, Nantes, et bientôt Lille et d'autres villes qui vont suivre l'année prochaine. Une cinquantaine de personnes en équipe centrale. C'est des ops, c'est du produit, c'est des tech, mais c'est aussi du coup l'équipe growth et qui englobe en mon cas des fonctions marketing com, les inside sales, c'est les personnes qui vont préqualifier les vendeurs, acheteurs qui nous appellent, et la stratégie de recrutement d'agents. Donc là, je collabore avec une partie de l'équipe RH. Trop bien, ouais, hyper large ton scope. Et pour rappel, il n'y a pas de CMO dans ta boîte. En effet, mais c'est pas exclu que Elle va nous expliquer. Évidemment, un jour, il y a on en a eu par le passé, mais on aura l'occasion, je pense, d'aborder cette question. Oui, exactement. Et Grégoire, du coup? Moi, du coup, je suis Head of Growth chez Jump. Jump, c'est une boîte qui a pour mission en fait de faciliter, d'améliorer la vie des freelances
Pour ça, en fait, on propose un statut qui est proche d'un CDI traditionnel et une plateforme. Et en gros, ça permet de régler énormément de problèmes que les freelances ont au quotidien, qui sont la complexité administrative, qui sont l'absence totale de filet de sécurité, c'est-à-dire une retraite qui est de seconde zone, un chômage quasi inexistant, une couverture santé qui est parfois un peu hasardeuse. Donc ça, c'est notre mission. Moi, j'ai rejoint la boîte en juin. On est passé entre-temps de 5 à 28. Et au sein de Jump, pour l'instant, on est 2 en growth. Et notre mission, elle est pour l'instant plutôt orientée sur tout ce qui est notoriété et tout ce qui est recrutement de nouveaux clients, avec bien sûr l'ambition d'aller un peu plus loin pour la suite. Et nous n'avons pas de CMO non plus. D'accord, de toute façon, on y reviendra dans la partie organe, mais avec plaisir. Et bien, ça y est, du coup, on ouvre les questions. Donc, à vous la main, posez vos questions dans l'onglet. Et j'attaque avec une première volontairement un peu provoque. C'est ma petite punchline, mais on nous a dit plusieurs fois que le growth, c'était devenu un peu un mot tiroir comme le mot bizdev. Est-ce que l'un de vous veut en parler un peu plus? Grégoire, si tu veux. Facile. Bah, allons-y, ouais, c'est hyper marrant parce que, en fait, moi, j'ai souvent des discussions avec des gens qui me contactent sur LinkedIn et qui me disent, ouais, Greg, on cherche un Head of Growth, est-ce que tu peux nous aider? Et en fait, pour moi, c'est un peu comme quand tu parles avec quelqu'un et qui te dit, genre, je vais acheter une bagnole. Tu vois, la personne derrière, elle peut avoir envie d'avoir une petite Fiat Punto parce qu'elle aime les années 90. Et elle peut avoir en fait envie d'une voiture familiale où tu mets 4 enfants. Et voilà, en fait, le mot growth, pour moi, c'est un truc qui est vachement adapté à la situation de ta boîte. Ça peut recouper énormément de réalités. Le seul point commun souvent, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que souvent, tu as cette base commune de vouloir tester énormément et d'avoir tes chakras genre ultra ouverts et vouloir tester plein de pistes, ne jamais t'enfermer, mesurer tes tests et puis itérer hyper rapidement. Ça, c'est des points communs. Mais pour moi, tu as raison, Edith. Et franchement, au quotidien, c'est pénible parce que du coup, parfois, tu rencontres des gens qui font du growth et tu te dis, on ne fait pas du tout la même chose, quoi. Et est-ce que, Victoria, tu rejoins un peu le point de vue du mot tiroir ou est-ce que pour toi, c'est plus précis? Alors effectivement, je pense que c'est une appellation qui est relativement récente et j'avais même pour la petite histoire, j'avais regardé l'historique. Apparemment, c'est né en 2008 chez Facebook, donc inventé par un collaborateur de chez eux qui regroupait plusieurs fonctions et qui savait pas trop quel nom donner à tout ça. Et je pense que c'est assez significatif en fait des fonctions growth, comme disait Grégoire, qui pour moi ont ça de commun. Qu'elle en fait regroupe souvent des fonctions relativement nouvelles au sein d'une boîte. Donc, comme moi, je suis partie en fait de mon ancienne entreprise pour rejoindre Proprio en février dernier. Un de mes anciens patrons m'avait dit oui, bon bah tu vas gérer des sales. Bon courage. Il pensait pas que c'était une bonne idée. Et sauf que oui, non, je ne gère pas des commerciaux comme le directeur commercial gérait des équipes en 92. Donc, par contre, je gère des équipes pré-sales et qui, effectivement, fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire KPI-driven, data-driven, incentivées sur la conversion, que des équipes market, par exemple. Et donc, ça a énormément de sens. Sauf que le gros lot d'inside sales n'existait, ou SDR, comme vous voulez l'appeler, ou pré-sales, n'existait pas encore il y a 5, 6, 10 ans. De même que dans d'autres boîtes, la growth peut englober les fonctions Ops, ou encore d'autres fonctions, ou recrutement en l'occurrence, comme chez nous en partie. C'est des fonctions qui n'existaient pas il y a 5-10 ans. Donc, je pense que c'est aussi justifié qu'on trouve d'autres fonctions génériques pour gérer tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est un métier récent et on s'était dit aussi, il y a pas de... Alors, il y a des formations là qui arrivent un peu sur le tard, mais historiquement, il y a pas mal de CMO. C'est le cas de vous deux, vous étiez directeur marketing et vous êtes spécialisé dans le growth. À l'inverse, il y a des growth qui arrivent, growth hackers, tout junior. Comment vous positionnez un peu par rapport à ça, la formation, le type de profil que vous choisissez, etc. Alors, vas-y, Grégoire. Bon, non, mais aujourd'hui, en fait, c'est hyper intéressant, Edith, parce que tu as fait venir 2 gens qui sont des gens assez classiques, tu vois, Victoria, EHESS, profil académique incroyable. De mon côté, école de commerce. Pour moi, on a des profils qui vont tendre à disparaître parce qu'en fait, au quotidien, les grosses aujourd'hui, c'est souvent des gens qui ont plutôt une formation web ou une formation
parfois qui tend un peu plus vers le technique. Et puis, tu as aussi, comme c'est un métier hyper nouveau, tu as des parcours géniaux, quoi. Tu as des gens qui ont des parcours hyper différents. Et en fait, ça rejoindra peut-être qu'on parlera de comment recruter un growth, qui est un sujet qui revient dans beaucoup de boîtes. En fait, il n'y a pas de parcours type pour moi. Et c'est ce qui est hyper intéressant, ce qui est hyper riche. Ce qui est aussi, à titre perso, c'est hyper intéressant parce que quand moi j'ai fait une école de commerce, on me dira, tu verras, tu seras le roi du monde. Aujourd'hui, tu sens que n'importe qui peut te remettre à ta place. Et c'est ça qui est super beau, c'est que c'est un champ qui est ouvert, un champ à construire. Et que le mec qui a fait HEC, il a autant sa parole que quelqu'un qui a juste prouvé dans une boîte qu'il arrivait à générer de la croissance. Donc pour moi, il n'y a plus de profil type. On pourra un peu détailler, mais en tout cas, il faut être hyper ouvert. Et on fera ça, on reviendra de toute façon, effectivement, comme on s'est dit, sur le profil. Mais en tout cas, pas mal d'anciens généralistes et comme on l'a dit, un scope hyper large. Et je propose de prendre tout de suite les questions qui commencent à arriver. C'est top, merci à tous. Il y a notamment une question de Loïc qui dit « Nous sommes tous en pleine période marketing planning pour 2022. Comment faites-vous pour attribuer vos budgets sur le growth et la demand gen ?» Alors, ce qui est chouette, je pense, avec la growth, c'est qu'en tout cas, je parle pour mon cas, c'est qu'il y a une vraie notion de PNL, donc qui englobe plusieurs canaux. Et c'est, en l'occurrence, je parle encore une fois pour mon cas, c'est pas juste de l'acquisition. Mais du coup, alors, je dirais très globalement, ça dépend un peu, Loïc, je connais pas ta boîte, mais ça dépend un peu de la taille de la boîte. C'est du test and learn. Je pense que quand on vient d'un profil plus généraliste comme Grégoire et moi, on a une certaine expérience de combien peut coûter un lead en B2C, B2B, tel domaine, avec tel type de campagne, branding versus mots-clés, etc. Voilà, si c'est pas le cas ou si c'est un nouveau secteur, faut commencer petit et se dire ok, on fait un test sur, je sais pas, la fin de l'année. Là, je vois que voilà, c'est ça mon budget max que je peux allouer pour rentrer dans mes frais. Et ensuite, voilà, je fais mon budget en termes de quoi. Et après, il y a évidemment des recommandations globales. Quand vous êtes en forte croissance, vous êtes dans une logique, vous avez levé, vous avez en gros une accélération à prouver. Je mettrais entre 3 et 4% du CA voilà, dans la demand gen. Si c'est une logique plus EBITDA, vous êtes en train de consolider, vous voulez vendre la boîte dans quelques années, c'est 1 à 2%. Donc, tu es un peu dans les mêmes ordres d'idées, Grégoire ou... Non, c'est hyper intéressant parce que Victoria, toi, tu structures énormément les choses et tu as ce niveau de maturité d'une boîte qui est plus avancé. Moi, je suis une boîte où John, c'est une boîte où il y a encore 6 mois, c'était 4 mecs dans un cowork qui testaient encore des idées avant de recruter. Et donc, de notre côté, il n'y a pas de budget annuel. En fait, la méthode va peut-être paraître presque un peu choquante, mais en gros, ce qui se passe, c'est que comme disait Victoria, on attribue des budgets à des tests. Par exemple, on se dit qu'on veut lancer une nouvelle... Je vais prendre un exemple concret. On est en train de tester des pubs sur des grands médias comme Le Figaro, Le Monde, etc. On sait que c'est un truc qui ne va pas forcément marcher. Donc, en fait, on se dit qu'on dépense 2000 balles dessus. Et une fois qu'on a dépensé les 2000 balles dessus, en fonction des résultats, on va voir si on rajoute ça à notre ligne de dépenses. Et en fait, moi, mon budget, il se modifie d'un mois à l'autre sans que je le prévoie. C'est-à-dire que ça marche beaucoup. On teste. Je vois les fondateurs, je leur dis voilà ce que ça a donné. Est-ce que c'est OK pour vous si on pérennise ou est-ce qu'au contraire, vous voulez qu'on kill? Et nous, on est tellement récent qu'il y a même des ajustements au quotidien. Où, par exemple, peut-être qu'on parlera des relations avec l'équipe sales. Mais moi, il y a des jours où le mec de l'équipe sales arrive et me dit gros, fais quelque chose, on s'ennuie, tu vois. Et donc, du coup, là, on remet genre 2000 balles sur une semaine. Et puis, peut-être que la semaine d'après, on va couper. Mais on est dans une phase qui est hyper différente où on n'a pas cette méthode, cette maturité qu'a Victoria. Et j'espère qu'on l'aura très vite. Mais nous, on est vraiment dans un truc qui est encore un peu en construction, quoi. Tu navigues un peu plus à vue en attendant de pouvoir mettre en place des process quand ce sera plus structuré, c'est ça? Exactement. Et surtout, en fait, on n'a pas... Alors, j'ai vécu un peu la même chose chez Doctolib. C'est qu'en fait, on n'avait pas forcément de pression financière parce qu'on avait fait des levées. Chez Doctolib, les levées étaient très rapides. Chez Jump, on va annoncer des trucs aussi et ça va être sympa. Mais donc, du coup, quand tu as la levée, tu as un peu cette sécurité où tu sais que si tu n'es pas totalement hors des clous et que, tu vois, si tu respectes des ordres de grandeur, tu peux avoir de la flexibilité à la surdépense comme à la sous-dépense.
il y a des moments où je vais moins dépenser que ce qu'on avait un petit peu fixé comme cadre, mais on va le compenser dans le temps. Donc, c'est assez empirique. Et ouais, j'espère qu'un jour, je pourrai être aussi propre que Victoria et avoir un truc aussi carré, quoi. Ça, c'est évident. Ta question, elle fait vachement lien avec l'orga. C'est la question de Younes. Quelles sont les différentes étapes d'une orga growth? Alors, on a compris qu'il n'y a pas d'orga type, mais comment vous avez structuré l'orga growth au fur et à mesure de la croissance d'une boîte? Quel job, à quel moment? Donc, les différentes étapes de l'orga. Est-ce qu'on commence par un gros hacker super junior? Est-ce qu'à l'inverse, on se paye plutôt une star qui va être capable de faire un peu tout? Oui, il faut des personnes un peu multicasquettes, hein. Et surtout des personnes qui ont envie de bosser aussi dans des structures plutôt petites et qui vont peut-être plus exister, hein, disons-le, entre 3-4 ans. Je pense que c'est pas le cas ni pour Grégoire ni pour moi, hein, mais il y a quand même, quand on démarre vraiment tout juste une boîte, souvent on n'a pas le choix en fait, parce que c'est un peu, on le voit aujourd'hui dans les fonctions commerciales, il y a un taux de chômage de 2%, marketing, RH, produits, on se fait tous, je pense, passer un peu tous les jours. Donc voilà, dans un premier temps, c'est un peu des personnes multicasquettes. Et après, alors ça dépend. En B2B, je dirais que c'est des personnes très rapidement qui sont forts en inbound, content et sa promotion. En B2C, je dirais plutôt acquisition. Ouais. Et à quel moment tu embauches le premier growth dans une petite structure? Par exemple, si on prend le focus sur Jump, Grégoire, à quel moment À quel moment on recrute en growth? À quel moment tu prends ton premier growth, ouais. Parce que du coup, toi, Victoria, je crois que la logique, elle est un peu inversée. Tu vas nous dire côté proprio. Mais côté petite structure, à quel moment vous vous êtes dit chez Jump, il faut quelqu'un en growth? C'est la question de Nathalie. En fait, je pense qu'il y a merde, c'est une question en fait hyper difficile en vrai. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle qui est quand même assez répandu, c'est de dire, une fois que tu as un product market fit, c'est-à-dire que tu as une boîte où tu sais que tu as un marché, que tu as le bon produit pour le marché et que les gens sont prêts à payer très très cher pour ton produit, c'est un bon moment pour recruter un growth parce que c'est-à-dire que tu as déjà validé que ton produit a du sens. Et donc, du coup, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur, quoi, et de vraiment mettre des moyens. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma boîte avant de rejoindre Jump. J'ai travaillé dans une toute petite SaaS où je suis arrivé comme deuxième employé. Et le mec s'était dit, il travaillait avec des freelances. Et en fait, il s'est dit, maintenant, ça y est, j'ai prouvé mon modèle. Je sais à peu près quelles sont les grands métriques. Mais par contre, je sais que j'ai besoin d'un coup d'accélérateur. Et pour moi, c'est peut-être un peu la même logique que quand recruter un sales. Tu ne recrutes pas un sales quand tu as un produit qui est encore un peu catastrophique et que tu as besoin de beaucoup itérer. Par contre, quand tu sais à peu près les bases de ton produit, tu peux y aller, quoi. Oui, intéressant. Et dans le même sens, il y a une question plutôt sur le scope. Est-ce que c'est la question de Émilie, je crois? Oui. Fonction growth prend aussi en compte les enjeux de awareness et noto, parce que c'est des enjeux qui arrivent très vite quand même dans la vie d'une boîte. Alors, en l'occurrence, chez Proprio, c'est le cas. C'est un sujet notamment puisqu'on, comme je disais, on avait un passé d'agence plutôt low cost qu'on a complètement abandonné. Donc, on a fait un rebranding cette année. Chose que voilà, j'ai en grande partie gérée en direct avec évidemment les responsables com, graphistes, etc. dans mes équipes. Mais voilà, encore une fois, c'est parce qu'on est convaincu que, en l'occurrence, pour nous, la brand, c'est vraiment un accélérateur de croissance et que justement, c'est un peu ce que j'aime bien et c'est pourquoi une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Proprio, c'est que la brand, elle n'est pas dissociée d'une logique héroïste. Ce qu'on a parfois dans d'autres boîtes, et même quand on dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, t'es Chief Growth? Ah, c'est la responsable com. Non, je ne suis pas directrice com, c'est un autre métier. Mais effectivement, quand on fait des campagnes dans le métro, à la radio, etc., on va aussi vouloir savoir derrière, par une étude de notoriété, par le trafic brandé, par la lead gen, par les réactions sur les réseaux sociaux, ce que ça a apporté. Et ça, je trouve cette idée assez sexy, en fait, de dire, on n'est pas le make pretty department, mais le make money department. Et c'est ça, je pense, qu'exprime aussi la notion de growth. Je peux compléter juste.
Vas-y, ouais, je t'en Excuse-moi, prie. Edith. Pour revenir sur ce que disait Victoria, il y a un épisode de Growth Makers qui est assez incroyable, avec Antonin Delfino de Ornicar, où il explique comment il a appliqué la méthodologie Growth pour suivre des campagnes télé. Oui. Et en fait, tu écoutes ça et tu te dis, OK, heureusement que c'était géré par quelqu'un qui avait des compétences en Growth. Voilà. C'est carrément, c'est un mindset en fait, mais il y a aussi une méthode et tout derrière. Si on fait un petit focus B2B, B2C, on a eu pas mal, il y a ça regroupe plusieurs questions, notamment sur les annonces de recrutement qui parfois demandent une expérience growth spécifiquement B2B ou à l'inverse spécifiquement B2C. Alors, est-ce que c'est des compétences vraiment distinctes ou pour vous c'est transposable? On a l'impression que la Rolls-Royce du growth en ce moment et le besoin primaire, c'est principalement B2B, mais... Alors effectivement, parfois, moi c'est la première fois que je suis dans une boîte B2C, hein, et parfois je me dis dommage de pas être en B2B parce qu'on peut moins s'éclater un petit peu sur tout ce qui est account-based et parce que tu n'as pas le droit de tout faire en B2C, ce que tu as le droit de faire en B2B concrètement en termes de GDPR. En même temps, plus on réfléchit, plus on se dit tiens, mais pourquoi en fait on peut aussi faire du display account-based sur un segment B2C, on peut aussi faire des emails sur LinkedIn à des individus qui sont peut-être mes potentiels clients. Donc je dirais qu'effectivement c'est tout ça mindset voilà. Après je pense que c'est dans tous les secteurs, hein, si on a une expertise dans le luxe, grande conso, etc. De là à vendre du soft en B2B, c'est peut-être différent. Donc, bon. Ouais, il y a beaucoup de bon sens aussi, c'est quels sont les réflexes qui ont été mis en place, c'est ça. Et toi, Grégoire, tu penses qu'il y a il y a des... En fait, ouais, je pense qu'il y a un peu une différence entre B2B et B2C, comme disait Victorin. La première différence, c'est qu'en B2B, souvent, on attend des profils un peu plus techniques parce que tu vas avoir des problématiques, par exemple, de constitution de base de données commerciales, où là, clairement, il faut avoir un petit peu des notions de scrapping. Tu as aussi des notions de configuration d'outils comme Salesforce ou HubSpot, qui sont des outils bien plus techniques que les outils B2C. Donc, pour moi, effectivement, ça a du sens de séparer les deux. Par exemple de profil hyper B2B, Jérémy Goyot, l'ancien Head of Growth de Spendesk que tout le monde connaît, c'est un mec qui est hyper B2B. Pardon ? Qui fait partie du réseau Avisio, ouais. Et ben voilà. Ou des gens comme par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Baptiste Delevert, qui est quelqu'un qui travaille chez Gorgias. C'est un mec qui est hyper B2B et qui est du coup aussi très technique. Et donc du coup, pour moi, il y a cet aspect technique qui est important quand on recrute en B2B, c'est qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui est peut-être à l'aise avec ces problématiques-là. Et puis après, l'autre aspect, c'est qu'en B2B, il y a quand même des choses qui sont un peu des livres de recettes. En B2C, il y a une grande liberté, beaucoup de choses à inventer. En B2B, il y a quand même toujours des choses qui sont assez typiques et clichés qu'on va retrouver partout, c'est-à-dire la collecte de NPS. Si le NPS est positif, on va aller demander de poser un avis sur une plateforme B2B. Toutes les séquences de outbound, etc. Il y a plus de recettes. Et donc, avoir quelqu'un qui a déjà fait ça dans le passé, ça te permet d'avoir quelqu'un qui est déjà direct le pied à l'étrier et qui va moins se poser de questions. Et peut-être, effectivement, pour revenir à la question de quel est le premier profil à recruter, ce que tu dis est très vrai, je pense, Grégoire. Si on a la chance d'avoir un profil comme ça sous la main, pour une boîte B2B, effectivement, qui connaît vraiment le B.A.B.A. de quelles séquences mettre en place, quels outils acheter, c'est ça, en fait, qu'il faut avant même les fonctions plus classiques de content ou acquisition. Hyper intéressant. Et il y a pas mal d'autres questions. Il y a notamment la question d'Aurore, plutôt sur la partie formation. Comment vous vous formez au quotidien sur ces nouveaux métiers et quels outils pour se tenir à jour des bonnes pratiques? Qui s'y colle? Alors, oui, donc tu viens de le dire, Grégoire, hein, c'est des podcasts comme Growth Makers ou Dans l'arène, enfin, on les connaît ou sur des problématiques spécifiques. Moi, ce que je fais de temps en temps, je tape vraiment sur podcast, sur l'app, je tape un mot typiquement recrutement ou ce genre de choses. Donc, je vais écouter des épisodes et pas des podcasts entiers. Après, c'est suivre un petit peu je pense que ceux qui font beaucoup de bruit, on a parlé de Jérémy, il y a Scalesia, il y a Germinal, etc. Où tout n'est pas bon à prendre, hein, je pense, mais effectivement, on peut s'inspirer de ces pratiques-là ou de webinars et voilà.
Maintenant, ce qu'on fait, en fait, et encore une fois, c'est plus du mindset et c'est plus dans ma fonction en fait de manager où je me dis, c'est pas moi qui dois être au courant d'absolument tout, mais il faut que je fasse en sorte que mes équipes le soient. Et pour cela, en fait, on essaie de donner là où c'est possible du temps en fait vide aux équipes, de dire en fait, là, tu te bloques, je sais pas, le vendredi les 4 heures où tu vas aller chercher de l'inspiration ou alors tu vas aller à une conférence, tu vas te renseigner sur comment font les autres, parce que c'est typiquement, même quand on est très bien structuré et d'expérience, c'est vraiment la partie qu'on néglige le plus, c'est la veille, d'aller juste se dire en fait, prendre du recul, quelle est la problématique que j'ai? Est-ce que c'est vraiment une problématique d'acquisition ou est-ce que c'est peut-être une problématique d'image? Qui a fait pareil? Donc, et faire des vrais bench. Un bench, c'est pas juste voir comment fait la concurrence, c'est de se dire quelle est ma problématique et si c'est un Deliveroo qui a fait la même chose alors que vous êtes Ornicar ou si c'est la Poste qui a répondu alors que vous êtes la Croix-Rouge, peu importe, c'est ça le vrai bench. Et ça, on a souvent pas assez de temps de le faire. Et donc, il faut inciter les équipes à prendre ce réflexe-là et vraiment bencher. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégoire. Je pense que notamment dans une plus petite équipe, c'est encore plus tendu, non? Ouais. Bah, pour moi, il y a un peu 3 choses. Il y a la formation très générale. Alors, ça, c'est juste, c'est un conseil pas réplicable, mais je vais en parler. Moi, en janvier, j'ai fait la formation Reforge, qui est un truc qui est hyper bien pour les gens qui vont avoir des positions très high level dans l'organisation. C'est une formation qui n'est pas du tout pratique. C'est juste une formation un peu intellectuelle avec un cadre. Donc, ça, c'était incroyable. Et au quotidien, moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est en fait juste de contacter des gens qui sont dans des boîtes que j'aime bien et aller leur parler. Et j'ai souvent des discussions aussi avec des gens dont je sais que c'est des stars et où en fait, je vais un peu taper à leur porte, gratter en disant s'il te plaît, passe une demi-heure avec moi. Donc, moi, j'ai mes gens favoris. Il y a Quentin Duranté, par exemple, qui travaille chez WeWeb, qui est quelqu'un qui est hyper puissant sur tout ce qui est tracking. Jérémy Goyot, toujours aussi pour des problématiques un peu plus générales, même de management. Des gens comme Baptiste Desbévert, dont on parlait avant, pour des problématiques vraiment très de data, etc. J'ai un peu mon petit pool de favoris avec qui j'essaie de faire un appel tous les 2 ou 3 mois. Parce que je sais que même si à la base j'y vais en disant bon, on n'a rien à discuter, en fait, je sais que ça va toujours finir en truc hyper intéressant, quoi. Ça va échanger les best practices. On fait pas mal aussi, nous, d'intro d'ailleurs, dans ce sens-là, avec une problématique précise, et c'est sûr qu'elle laisse gratter des idées ailleurs. Je vais juste rajouter un truc, c'est que en fait, c'est aussi une problématique, c'est une méthode qui marche pour les CEO. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où des gens que je connais pas me contactent sur LinkedIn et on prend une demi-heure et c'est super intéressant pour eux, c'est super intéressant pour moi. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans une équipe ou même si vous avez votre propre boîte, c'est un milieu où c'est hyper accepté d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et dire écoute, je t'ai entendu à tel endroit sur le truc d'Avisio, est-ce que tu as 20 minutes pour moi? Et ça se fait vachement et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et peut-être 2 choses à ajouter. La première, c'est que Avisio, évidemment, on en profite. Les agences aussi peuvent être vraiment des vecteurs de mise en relation. Donc, comme on travaille avec des agences de branding, de médias, de web, etc., et qui ont souvent des clients qui disent tiens, ils ont la même problématique, ou tiens, toi, tu te posais telle question, donc souvent je profite de mise en relation comme ça. Et puis une dernière chose aussi alors je sais pas combien il y en a, mais des filles dans la growth, parce que tous les noms qui viennent de Grégoire, c'est des hommes, ce qui est très caractéristique. Non, il n'y a pas de pas avoir de c'est comme ça. Et c'est souvent voilà ceux qui sont le plus présents. Alors, une communauté qui s'appelle donc Women 50 in Tech, fondée par Caroline Ramad. Et qui donc voilà a un peu toutes les boîtes, je pense tech parisiennes qui sont partenaires, etc. Et qui propose des webinars gratuitement sur alors comment faire un parcours carrière, comment être chef de produit dans un environnement hyper tech. Ça peut être sur du Scrum, comme ça peut être sur le développement personnel, négocier son salaire en tant que femme, etc. Et il y a aussi quelques modules sur la growth. Donc je vous conseille 50 Tech qui est très très utile et qui m'a beaucoup aidé. Il y a les meufs du growth aussi, non? Il n'y a pas une communauté, alors je ne suis pas dedans évidemment, mais il me semble qu'il y a une communauté qui s'appelle les meufs du growth qui est réservée. J'avoue que je suis pas. Ça me titille un petit peu. Je me dis, ce serait bien de faire un truc un peu plus présent, plus actif. Je vois des réseaux passer, mais pareil, je n'en fais pas partie active, alors qu'il y a des Slack growth, qu'il y a des cocktail growth, des trucs qui se font, mais qui sont mixtes, ce qui est très bien, c'est mieux.
Pour l'info, dans la partie chat, et ils n'ont pas écrit dans la partie question, mais dans la partie chat, il y a Loïc et Cyril qui donnent aussi des petites infos en plus. Il y a Brian Balfour qui fait aussi une formation légende de chez HubSpot. Et puis pour les plus techniques, c'est Excel. N'hésitez pas dans le chat à mettre vos bonnes pratiques. Je propose de prendre encore la question il y a plusieurs autres questions qui sont arrivées plutôt sur la partie résultats cette fois. Alors, je pense que c'est un petit challenge, Loïc, tu vas nous dire. Quel est votre dernier bet en growth qui s'est avéré être un succès versus votre dernier fail et pourquoi? C'est super ça comme question. Alors, c'était sur des... Alors, plus généralement parlant, alors sur le... Je pense que c'est sur la partie résultat. Ouais, sur la partie résultat. Ouais, mais enfin, ce qui a très bien marché, hein, c'est, je dirais, chez nous, la mise en place, effectivement, de la fonction growth telle qu'elle est aujourd'hui. Puisque avant, typiquement, les inside sales, qui sont beaucoup en contact avec le client. Donc, c'est un peu entre relation client, entre une fonction commerciale hybride et qui a été rattachée à plusieurs autres personnes avant et où voilà, certaines personnes étaient peut-être pas plus très motivées, disaient en fait, on ne sait pas trop quel est l'avenir de cette équipe, etc. Et depuis qu'on l'a restructuré en disant en fait, finalement, vous parlez le même langage que le marketing, vous travaillez sur les mêmes objectifs qui sont la conversion et l'amélioration de l'expérience. Depuis, voilà, cette équipe, elle est ultra motivée. On a vraiment recruté des personnes top et on a fait nos meilleurs mois. À chaque fois, je dis, c'est génial, c'est le meilleur mois en termes de conversion et en termes de génération de leads. Donc là, je pense que c'est vraiment la structuration d'équipe, de dire, en fait, on se parle entre personnes qui parlent le même langage. Et sur le fail, c'est peut-être de croire que, là, je pars du CRM, de croire que un projet qui finalement est assez global, du coup, puisse être pris par la growth seule, parce que c'est aussi une fonction très globale, alors que c'est un projet encore plus transverse, où voilà, il faut quand même interagir avec d'autres équipes dans la boîte. On se disait tout à l'heure, tu bosses pas mal avec le CRO chez vous, c'est ça? Sur une vision plus revenu globale. Mais organisé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a on va dire une équipe de direction où il y a les 2 CEO, donc proprio à effectivement 2 cofondateurs. Donc Bertrand qui est notre CRO, avant c'était CRO. Un peu de bruit derrière toi, Grégoire. Voilà. Et donc moi, lui côté revenu, donc moi côté growth et notre head of sales. Donc on est vraiment comme ça une équipe qui couvre un peu toutes les fonctions. Ok, hyper intéressant. Et toi, Grégoire, un fail et un success que tu veux partager avec les personnes, là, les 50 Yes. Un fail, c'était chez Doctolib. En fait, moi, je suis arrivé en 2016 là-bas. La boîte avait 1 an. Et en fait, pendant 2 ans, on a essayé de recruter, de faire connaître Doctolib aux médecins via le web. C'est-à-dire qu'on avait séparé entre online et offline. Et en fait, au bout de 2 ans, je suis parti. On n'avait toujours pas réussi à craquer le sujet. C'est-à-dire qu'on ne recrutait aucun client médecin quasiment via les outils web. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est lié au fait qu'à l'époque, en fait, on n'a pas du tout itéré assez vite. Donc, en fait, il y a 2 façons d'approcher le truc. On pourrait se dire, les médecins n'étaient pas sur Internet. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. C'est plus que les méthodes qu'on avait mises en place n'étaient pas assez rapides. On ne testait pas assez vite et on n'apprenait pas assez vite. Je pense aussi qu'on n'avait pas pris assez de budget pour tester vraiment les hypothèses. Et donc, du coup, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que tu ne mets pas d'argent, ça ne marche pas. Bon, voilà. Un petit fail. Et à l'inverse, un petit quick win. Bon, alors, j'espère que beaucoup de gens ont quitté le webinar parce que je vais donner une des clés de notre non, on est toujours autant. Politique. Non, mais c'est un peu un petit secret d'acquisition chez Jump, qui était un petit défi perso qu'on s'est lancé. On est hyper fan de mèmes dans la boîte, c'est-à-dire d'images rigolotes détournées. Et en fait, quand je suis arrivé chez Jump, on avait une situation d'acquisition qui était catastrophique sur Facebook, c'est-à-dire qu'on payait 4000 balles de lead. C'était un truc jamais vu, quoi. On avait un freelance qui nous avait fait ça et je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, j'ai proposé aux fondateurs de reprendre le levier, de reprendre Facebook en s'appuyant 100% sur des mèmes et qui sont vraiment genre sans limite, quoi. Quand tu regardes des trucs, tu te dis, c'est pas possible qu'une vraie boîte fasse ce genre de choses. Et en fait, on est passé grâce à ça de 4000 balles à 30 € le lead, ce qui est un truc, 4000 balles, c'était vraiment hors compétition. Mais en fait, c'est assez intéressant de se dire, d'arriver à mélanger un truc qui est à la fois genre un truc de créativité personnelle, c'est-à-dire moi j'aime bien ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, de le tester et de se dire
quand on teste, ça marche vraiment. Et en fait, ça confirme un peu aussi d'autres tendances de société, etc. Donc, bref, voilà. Ouais, mais ça me C'est rappelle, on possible. avait essayé une fois dans mon ancienne boîte, c'était une boîte qui vendait des services linguistiques. Et à l'occasion de l'Euro, du coup, de la Coupe du Monde, je sais plus, on avait fait les matchs en fait des langues. Donc quand c'était, je sais pas, le Brésil qui jouait contre l'Allemagne, c'était l'allemand versus le portugais, combien de locuteurs natifs au monde, combien de pays dans lequel c'est la langue officielle, et on s'est vraiment fait chier, pardon l'expression, à faire mais une trentaine de landing pages par match, etc. pour générer du lead. Je pense qu'on a récupéré 0 lead. Mais c'était un projet de passion et c'est bien. De toute façon, il faut tester les trucs. Ouais. Voilà, je suis contente que même ça marche pas. Il y avait une question plus globale. Donc, tout à l'heure, on a parlé du premier growth qu'on embauche. À l'inverse, alors c'est un peu le cas, Grégoire, dans tes équipes. À l'inverse, quand ça devient plus structuré, Victoria, tu mets qui dans une équipe growth, toi? Alors, il y a des types de profils, mais même dans les métiers, ils ont tous un scope parallèle. À l'inverse, c'est matriciel. Comment tu organises tes équipes? Alors, je pense que le plus commun et ce vers quoi on tend, c'est d'avoir dans la growth, donc pour peu qu'il n'y ait pas d'autres pôles. Donc là, effectivement, comme je disais, nous, c'est une équipe recrutement d'agents parce que c'est une particularité. Ça peut être une équipe ops très particulière, ça peut être la relation client. Mais sinon, à l'intérieur de ce qui est plus classique, je dirais que c'est les pôles un peu brand et growth petit 1, c'est-à-dire plus acquisition, lead gen, etc. Et voilà, des pôles qui doivent se parler, mais qui sont un petit peu sur des compétences variées, avec du coup aussi presse, comme graphisme, etc. d'un côté, et peut-être BI ou data ou traffic manager, etc. de l'autre. Ouais, ça peut vite être des très grosses équipes, du coup. Complètement. Et j'avais échangé, je pense qu'avec Conto récemment, où les équipes growth, effectivement, c'est 90 personnes, mais parce que ça englobe beaucoup de product marketing et du coup beaucoup de fonctions un peu plus tech. Donc vraiment, c'est un petit peu en fonction de la boîte. Je dirais qu'il n'y a pas de formule magique. Ce qui est plutôt le challenge, je pense, pour nous au quotidien, en tant que manager, c'est de trouver le bon niveau, en fait, de communication. Parce que, voilà, moi, j'avais l'habitude de faire un gros meeting, du coup, Growth Weekly. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, on avait soit trop de sujets, soit pas assez, et que du coup, les gens étaient un peu frustrés, en fait, parce qu'on parlait ni assez de data, ni assez de projets. Et du coup, j'avais fait un sondage, j'avais vu avec eux quelles étaient un peu leurs idées, leurs demandes. Et depuis, on a séparé en un meeting vraiment KPI. On va parler que de nos chiffres et les analyser, c'est pas lecture à haute voix, évidemment. Et puis, il y a un autre meeting plus projet, mais auquel interviennent pas mal de fonctions extérieures. Le développement RH, le CRO, les ops, etc. Et qui permet effectivement d'être plus project-driven. Voilà. Ouais. Il y a Ludivine qui commente et qui dit que c'était une belle idée au début de faire qu'une réu. Comme il est 12h11, je propose d'en prendre 2 dernières questions et puis chacun 1 minute par question, ça vous va? Et je prends pour un oui. Alors déjà, il y a un petit décalage. Quelle est la fourchette salariale pour un growth? Alors, encore une fois, c'est vrai que selon la taille, super difficile, mais panier moyen classique, combien coûte un growth assez junior? Pas facile ta question, Farouk. C'est clair. Si tu veux, je la prends, Victoria, parce que je suis assez à l'aise là-dessus. Allez. En vrai, il faut se dire que le growth est passé dans une phase où c'est un métier de tension, c'est-à-dire que l'offre est très, très, très inférieure à la demande. Et donc, il y a souvent pour moi des mauvaises surprises pour les boîtes où en fait, les boîtes se disent « Ah, c'est un poste que je peux mettre à 45, 50K ». En fait, les salaires sont littéralement en train de s'envoler et on peut retrouver des niveaux de salaire que tu as l'habitude de payer plutôt pour des profils tech. Moi, Jérémy Goyot avait fait une estimation à un moment qui me paraissait assez réaliste, où il disait, je crois, en seed, pour quelqu'un d'un peu senior, tu peux t'attendre à quelqu'un qui est aux alentours de 60. Et post-série A, tu peux très facilement monter à 70-80. Voilà, pour des profils très, très seniors. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est clair que la tension joue. La tension joue énormément, en fait. Moi, j'ai vu à titre perso, je vois la différence. Genre, il y a 2-3 ans, allez, mettons, il y a 4 ans, j'avais 0 offre. Je pense qu'aujourd'hui, et Victoria te dira la même chose, moi, je pense que j'ai une offre par
semaine. Et quand je dis offre, c'est des trucs où tu te dis des trucs qui sont intéressants, tu vois. C'est pas où la personne a vraiment bien ciblé le truc. Tu en as à peu près une par semaine, 2 à 3 par mois. Donc, c'est dans une tension énorme, mais il faut prendre ça en compte. Après, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Hein. Je pense que nous, on est à des postes où c'est des fonctions C-level, etc. Donc, on ne reçoit pas 15 000 mails par jour. Mais effectivement, c'est plutôt de l'ordre d'une par semaine, je dirais. Mais comme tu dis, très ciblé. Avant, quand j'étais CMO, c'était genre, je recevais toutes les offres de toutes les boîtes qui cherchaient un CMO. Et donc, tu sais, ah oui, ok, machin cherche, machin. Donc, personne ne prenait le temps de vraiment cibler. Aujourd'hui, je vois que, ah ouais, c'est intéressant. C'est effectivement, quelqu'un a pris le temps de regarder ce que c'est que cette fonction de Chief Growth. Pour les profils en dessous, pour le recrutement, ça dépend effectivement de la nécessité comme chez les ops, hein, ça peut être un profil très très cher qui va jusque dans les 70-80K, mais avec une seniorité, peut-être 3-4 langues ou expérience internationale, etc. Comme ça peut démarrer à des tarifs beaucoup plus normaux, entre guillemets, de 40-50K. Hein, mais je suis plus du même avec toi, là, on est sur une pénurie assez forte dans toutes les fonctions. Donc, Et peut-être du coup une question un peu plus perso. Aujourd'hui, vous êtes bien les deux dans votre poste, mais après un métier de growth, de manager en growth, on fait quoi? Alors personnellement, je pense que ce serait un jour fonder ma boîte. Ouais. Mais bon, c'est parce que la direction dans laquelle j'évolue, c'est plus effectivement vers le management que des sujets strat que des sujets très, très métiers. Mais dans l'absolu, s'il y a une très chouette expérience moi, j'ai souvent créé des marques, en fait. S'il y a de nouveau une marque à créer quelque part, je le ferai avec grand plaisir. Et toi, Grégoire, plutôt l'entrepreneuriat, plutôt quoi? C'est une bonne question. Je suis d'accord avec Victoria, genre monter une boîte, c'est la bonne option. Il faut rajouter aussi un truc de contexte qui est hyper important, c'est que le métier évolue à une vitesse tellement rapide que parfois, tu te dis, tu vois, c'est comme si tu demandais à un développeur C++ il y a 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, tu vois, c'est que il y a des tendances de fond énormes sur le growth qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire, petit 1, une tendance légale qui joue un rôle de plus en plus fort, c'est-à-dire que il y a 5-10 ans, moi, chez Doctolib, on faisait du call d'email, on s'en foutait, on envoyait des emails à des médecins et on n'avait pas peur et personne ne nous disait rien. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ces trucs-là. Ouais, c'est plus cadré. Tu as des pratiques qui sont cadres, tu as aussi des évolutions hyper macro au niveau de l'usage des cookies, etc., qui font que le métier va énormément changer. Donc, tu as cette partie qui joue énormément et pour moi, c'est hyper difficile de savoir comment va évoluer le métier parce que les évolutions, en 2 ans, on s'est pris des évolutions qui sont incroyables. La RGPD, petit 1, petit 2, le début de la fin des cookies. Et moi, à titre perso, je me demande toujours, ok, genre, dans 3 ans, je sers à quoi? En vrai, j'ai vraiment pas la réponse, quoi. Ouais. Okay. C'était pas une question piège, mais ça aide à se projeter. Et ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Et il y a encore, allez, on prend une toute petite dernière. Alors, au hasard, il reste 5-6 questions. Mini parenthèse, Rachel demande si, Grégoire, tu peux remettre dans la partie chat le nom de la formation que tu as citée tout à l'heure. Et pour la question, on va prendre, tiens, la dernière. Ouais, c'est la question de Clément qui fait aussi partie du réseau. Peut-être un de vous deux. Existe-t-il un modèle d'agence média particulier qui corresponde plus aux besoins d'un growth dans une startup? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'aurais dit une agence média qui a un pôle, en fait, data intégré. Ça existe. Oui. Et qui puisse justement analyser les retombées, peut-être faire des études de noto, etc. en même temps. Sauf que c'est souvent en fait des tickets d'entrée pour ce genre d'agence qui sont hors portée pour des plus web. Mais ce qui n'est pas du tout un frein, parce qu'une agence média classique qui fait bien son taf peut absolument suffire. D'ailleurs, je fais de la pub pour Remind PhD. Voilà. Tu as raison. Et d'ailleurs, si vous avez, on va terminer cette Expert Insight. Merci, il y a eu plein de questions et je trouve que vous avez bien ouvert. Vous avez à la fois parlé de vos expériences actuelles, mais aussi avec le scope plus global de comment on voit la growth dans une big picture. J'ai l'impression que c'est quand même un job bien loin des clichés qu'on a le growth, c'est un mec avec des petites lunettes, une barbe et un bonnet. On l'a eu, pour info, la question. En tout cas, s'il y a des questions ultérieures auxquelles malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre dans le temps des 45 minutes, n'hésitez pas à soit m'écrire, je fais le pont vers Grégoire et Victoria,
Pour info, on organise aussi pas mal d'événements. Le prochain événement, donc le prochain Expert Insight de janvier sera sur les sujets branding en B2C. Donc, Victoria, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et il y aura un replay. On vous shootera le replay dans l'après-midi. Et petit dernier truc, est-ce que vous avez une dernière phrase, une actu, un truc qu'il faut qu'on sache? C'est le moment. On recrute énormément, donc c'est plus limite pitié, on a besoin de candidatures. On va ouvrir pas mal de postes, notamment l'année prochaine. Donc, faites un tour sur notre site ou sur la page carrière LinkedIn. On peut aussi en discuter avec nous. Il y a pas mal de postes growth aussi au global dans les pipes d'Avisio. Grégoire, il y a une petite actu, une petite pépite. Tu as dit que tu préparais quelque chose côté Jump. Tu nous en dis plus ou c'est archi confidentiel? Je peux vraiment rien dire, mais suivez l'actu. On va annoncer une super belle chose normalement la semaine prochaine. Et vraiment, je sais que c'est toujours un peu étonnant de dire ça parce qu'on est une boîte qui est hyper récente, mais John, je pense que ça va être un truc assez solide. Et je vous invite à nous suivre dès maintenant parce que vous allez voir tout ce qui va se passer. Ça va être une succession de choses incroyables. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn, etc. Ça donne trop envie. Bon. Il faut. Mais c'est parfait. Merci à tous pour vos questions et d'avoir participé. Je shoot replay dans l'après-midi et surtout un grand merci à Victoria et Grégoire. Merci. Vous avez été top et hyper naturel. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait ça avec vous. Voilà. Ben, merci pour l'occasion de parler. C'était chouette aussi. Regardez, on a les premiers feedbacks dans le chat. Tous les 3 au top comme toujours. Oh là là, elle est trop forte. Allez, à très vite. Je vous souhaite une bonne journée. Bon après-midi. Bonne journée. Ouais. Au revoir.